Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Anguilève, le podcast qui offre l'opportunité à celles et ceux qui ont su créer la différence dans leur domaine pour qu'ils nous racontent leur histoire. Chaque vie, pour nous, dans notre philosophie, est une recherche. Et chaque recherche mérite d'être connue, d'être exploitée pour faire bénéficier les générations actuelles et les futures des parcours, des talents de ceux que nous invitons. Dans l'évolution de chaque pays, dans chaque entité sociale, vous avez une personne qui parvient, par la magie du travail, à se distinguer dans un domaine défini. Il s'identifie à ce domaine de telle sorte que chaque fois quand on parle de cette activité, c'est son image qui vient automatiquement dans le subconscient du commun des mortels. Nous avons connu des chauffeurs dans le domaine du transport qui nous ont marqués. On a connu des médecins qui nous ont marqués. On a connu des enseignants qui nous ont marqués. Celui que je reçois aujourd'hui a reçu à faire ce miracle, à s'identifier à un domaine aussi récent en Afrique qu'il est probable qu'il soit l'un des meilleurs ou le seul aujourd'hui dans la sous-région capable d'apporter les réponses rationnelles aux questions de télécom. Parler de la technologie, de la nouvelle technologie de l'information et de la communication aujourd'hui en Guinée ou dans la sous-région renvoie automatiquement l'image de Mamadi Kaba. Par les écrits dans ce domaine, sur les livres qu'il a déjà publiés, le parcours, les textes qu'il apporte tous les jours, les propositions qu'il fait, chaque jour dans ce domaine lui a essayé au sommet. Anguilève s'intéresse à son parcours. Comment est-ce que ce déclic l'est arrivé? Comment a-t-il fait pour choisir cette option, pourtant qui n'est pas de commun des Africains? S'il était aux États-Unis, on aurait compris que c'est l'un des ex ou un employé de Silicon Valley. Mais pourtant, il est guinéen et il vit ici. Pour vous ce soir, exclusivement, et pour la première fois dans un podcast, je reçois Mamadi Kaba. Chers amis, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami, et bonsoir à Anguilève et merci de m'avoir invité dans ce podcast. L'esprit de ce podcast exige le vouvoiement entre l'intervieweur et l'interviewé. Mais compte tenu de la proximité entre nous, si les gens nous regardent en train de nous vouvoyer, ils trouveront du faux. C'est pourquoi d'entame, je te demande la permission de me permettre de te tutoyer. Ah, bien sûr, naturellement. Merci. Pour faire simple, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui es-tu, Mamadi? D'accord. Je suis Kaba Mamadi, ingénieur en télécommunications, spécialisé dans le réseau informatique à la base et un spécialiste du management parce que j'ai un MSc en management des systèmes d'information de l'Université de Laval. Et je dirais que je suis père de famille, je suis mari et papa et guinéen. Super. Tout simplement. Super. Nous n'allons pas abondir rapidement sur ta profession. D'accord. Je voudrais d'abord revenir à la source. Mamadi, quel est ton meilleur souvenir d'enfance? D'accord. Je dirais que j'ai plusieurs souvenirs. Hein. J'ai plusieurs souvenirs. Disons que ce que je retiens, c'est que à l'enfance, j'ai grandi dans une famille qui a toujours été à la quête du savoir, surtout. Ça, il faut le signaler. J'ai grandi avec un papa très strict parce qu'il est très religieux. Ok. Et aussi intellectuel, et une mère intellectuelle, très stricte, mais un peu dans tout ce qui est de la modernité. Alors, un papa très classique, accroché un peu à la religion, à tout ce qui est tradition. Donc, j'ai connu à peu près tout ce qui est enfance, une éducation à la fois traditionnelle, religieuse et moderne. Ok. Et en fait, en voyant des amis d'enfance, je dirais que ma famille était exceptionnelle. C'est-à-dire qu'à l'enfance,
mes parents voulaient tellement qu'on apprenne à la fois la religion, nos traditions et surtout qu'on soit meilleur à l'école, qu'on n'avait pas du tout le temps hein, pendant l'année scolaire. Je me rappelle par exemple, moi personnellement, avec mon grand frère, on avait un répétiteur à la maison parce que tous les deux, on faisait les sciences mathématiques. Donc du coup, on avait un répétiteur pour les maths, physique, chimie. Moi, j'avais un autre en français, carrément, parce que moi, à la base, j'avais des lacunes. Parce qu'à l'enfance, je ne parlais pas beaucoup. Donc, j'avais des lacunes, surtout en français. Et donc, moi, j'avais un professeur, un répétiteur pour la langue française, plus le répétiteur pour les cours de maths, physique, chimie. Et aussi, on avait notre répétiteur coranique qui venait. Donc, quand on finissait les cours entre 14h et 15h, on rentrait trouver déjà le premier répétiteur qui était là, qui continue avec nous à 18h. 18h, 19h, le temps de faire la prière en famille. Et à 20h, on commence avec un autre répétiteur qui était souvent le répétiteur pour le Coran. Et aux alentours de 21h, moi, j'ai mon répétiteur pour la langue française qui était là. Qui m'a surtout fait aimer la lecture. Parce que sa technique, c'était... Mamadou et Bineta sont devenus grands. Après, c'était de beaucoup lire et tout ça. Et donc, c'est là que j'ai eu un peu le goût de la lecture et surtout de l'écriture. Et donc, comme ça, on n'avait pas le temps de sortir, aller avec les amis. Donc, ça nous a aussi appris à être un peu solitaires. C'est-à-dire, en dehors de la famille, c'est quand j'ai grandi que j'ai commencé à chercher vraiment à avoir des amis. Je me suis dit que c'est important de se faire des amis dehors et tout ça. Donc, ça fait aussi que je suis moins curieux. C'est-à-dire que j'ai du mal à entrer dans la vie familiale, privée des gens, en fait. Super. D'accord. Et ça, quoi, en famille, quand on parle de toi, quelle est l'anecdote qui revient souvent? Quelle est la blague qui tourne autour de toi en famille? D'accord. Quand on parle de moi en famille, c'est que je suis quelqu'un de très drôle. Quelqu'un de très drôle parce que... Et c'était quoi ton histoire la plus drôle? Qu'est-ce que tu disais qui faisait rire toute la famille? Je crois que ça, c'était naturel. Hein, parce que quand on est en famille, mon don, c'était de toujours faire rire tout le monde. C'est-à-dire, j'avais toujours des histoires. Par exemple, maintenant, quand on est devenu adulte, quand on est ensemble, on parle un peu de nos délires après. Parce que j'étais celui qui osait voler la clé de papa. De la voiture, bien sûr. Bon, c'est vrai que j'ai toujours pas été sérieux. Hein. Enfin, j'ai toujours pas été ce qu'Abba m'a dit sérieux et tout ça, quoi. Donc, à l'adolescence, donc, avec mes cousins, j'étais celui qui osait après voler la clé de papa pour faire des sorties entre cousins et tout. Donc, mon père, il ne savait pas, quoi. Donc, maintenant, un peu, j'arrive à soulever ces histoires d'avant qui parfois lui fait rire. Et un jour, il me dit, vous me devez beaucoup de voitures, toi et tes cousins. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, mais au-delà... Je crois que c'est une chance d'avoir surtout une famille comme la mienne, hein, parce qu'au-delà de ce qu'on peut avoir comme querelle par moment, on est toujours soudés, quoi. On a cet esprit d'entraide. Et ça, c'est primordial aujourd'hui, quoi. Formidable. Par rapport, pour parler maintenant de ta scolarité, et avant d'embrasser ce domaine qui est aujourd'hui la nouvelle technologie de l'information et de la communication, la scolarité, comment ça s'est passé d'abord? Parce que dans ta biographie, tu sais bien mentionné que tu es allé au Canada. Oui. Mais bien avant d'aller au Canada, qu'est-ce qui s'est passé de façon brève avant que tu n'arrives au Canada et embrasser ce métier? Bon, d'accord. De façon simple, j'ai eu la chance de toujours fréquenter les écoles privées.
Bon, ça m'a toujours tiqué l'esprit. Pourquoi ça? Parce que c'est quand même dommage, mais je me suis rendu compte en grandissant que, en principe, on aurait dû avoir une meilleure éducation dans les écoles publiques, c'est-à-dire les écoles euh, gouvernées par l'État ou le pouvoir public, que par les écoles privées. Comme un peu ailleurs, hein, tu as les meilleures formations souvent dans les universités publiques que privées. Alors, mais c'est le contraire chez nous. Donc, mes parents ont toujours fait en sorte qu'on soit dans les écoles privées. Moi j'ai, par exemple, fait une partie du collège et mon lycée. J'ai fait le bac à l'école privée Saint-Georges de Taouya. Et bon, mes amis d'école peuvent en témoigner. J'ai toujours été parmi les meilleurs déjà, hein. Parce que déjà à la maison, on faisait en sorte que, dans la richesse du savoir, qu'on soit parmi les meilleurs, quoi. D'ailleurs, même tous mes frères, ils ont aussi toujours été les meilleurs en classe, hein. Et donc, pour moi, j'ai eu la chance d'aller dans une école comme Saint-Georges où il y a assez de rigueur, où il y a déjà on apprend les élèves à être intègres. Je me rappelle un peu de nos slogans là-bas. C'était dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est la loi. Et, là-bas, ils ont même osé appliquer les règles, le règlement intérieur de l'école sur le fils du fondateur. Donc, et une autre qui m'a retenu l'attention, c'était luxe mis à l'ex. Okay. Nul n'est au-dessus de la loi. De la loi. Donc, déjà tout petit, c'est ce slogan m'attirait, quoi. J'aimais entendre ça. Je me suis dit, bah, c'est ça, il faut ça. Et donc, un peu, je crois que c'est une école qui a aussi forgé mon caractère. Ok. Et d'ici, maintenant, tu débarques au Canada, un grand pays. Ah non, pas avant. Après le bac, je suis allé au Ghana. D'abord à Accra, ok. Ouais, à Accra. Okay. Et après, je suis allé en Tunisie. D'accord. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur en réseau informatique en Tunisie. Comment s'est opéré ce choix-là? Voilà, justement, je crois que ce choix, il a été aussi influencé par mon père. Bon, naturellement, j'ai déjà compris que l'anglais, à la base, dominait déjà le monde. Donc, c'était vraiment la langue du monde. Donc, dès que j'ai eu le bac, j'ai moi-même demandé à mon père de m'envoyer faire une formation de langue. Je crois que j'ai fait 1 année. Okay. Et donc, du coup, après, il fallait continuer les études. Le choix de la Tunisie, c'est que j'ai été boursier. Ok. D'État. Ouais, boursier d'État. Okay. Bien sûr, boursier d'État. Et donc, je suis arrivé comme boursier d'État en Tunisie après le bac. Donc, mais la formation, c'était un BTS. Je me suis dit, bah, écoute, ça, c'est bien, mais moi, je veux faire des études supérieures. Donc, parallèlement à mes études de BTS, mon père a financé, en fait, mes cours dans une université où j'ai fait le cycle préparatoire et le cycle ingénieur pour sortir ingénieur en réseau informatique. C'est juste après ça que j'ai d'abord commencé à travailler. Je suis revenu, hein, j'ai travaillé chez des fabricants d'infrastructures de télécom qui avaient des contrats avec des sociétés de téléphonie sur la place, où j'ai été ingénieur en intégration, en fait, en intégration des équipements datacom, c'est-à-dire des équipements de données et tout ça. Et à la suite, je me suis rendu compte que pour vite avancer, il faut aller vers le management. C'est-à-dire que le bon technicien, il peut devenir un très bon manager s'il apprend et s'il se donne les compétences en fait, qu'il faille. Donc, c'est là que je me suis inscrit en management des systèmes d'information à l'Université de Laval. Laval Canada, hein? Oui, bien sûr, Laval Canada. Et c'était pas du tout facile, hein, tout le processus du Ghana en Tunisie avec le froid, puis à l'université Laval. J'ai eu assez de problèmes, mais bon, tout naturellement, quand tu es à la recherche de la connaissance,
bah, tu n'as pas le choix que de retenir tout ce qui est peine. Hein? On dit que le savoir est toujours à la hauteur de la peine que tu endures. Ouais. Voilà. Mais le choix à la base des télécommunications, c'est depuis l'enfance. J'ai eu ma toute première expérience de télécommunication quand j'étais à l'école primaire. Et là, tout de suite, je m'en suis pas rendu compte, hein, parce que je savais même pas. On avait un téléphone fixe à l'époque, à la maison, mais je savais même pas que il y avait toute une technologie, toute une suite, hein, technique derrière ce qu'on avait, quoi. Donc, on appelait souvent là même. On attendait, quand le téléphone sonne à la maison, on voulait tout de suite être le premier à décrocher l'appel, quoi. Bon, voilà. Donc, mais moi, j'aimais déjà bricoler. Surtout, j'aimais bricoler. À l'époque, il y avait des débris de radio. Des débits de radio que je ramassais un peu partout. Voilà. Donc, et là, mon objectif, c'était les vacances. Et mon objectif, je crois que je faisais le CM1 ou le CM2. Hein. Ouais, je crois que c'était le CM1. Donc, l'objectif pour moi, c'était d'assembler en fait ces débris de radio, en faire, si tu veux, mon poste radio et capter une fréquence, au moins. Ouais. Alors, je crois que j'ai fait des jours à vraiment d'abord assembler et puis à chercher des composants électroniques pour pouvoir vraiment... Et ça, je le faisais de façon, disons, bon, à l'époque, c'était de façon inconsciente. Okay. Donc, tout de suite, j'ai mon père qui m'a trouvé. J'étais agacé un moment, quoi, parce que j'arrivais pas. J'avais fini l'assemblage, mais j'arrivais pas à capter les fréquences et tout. Donc, il m'a trouvé, j'étais dehors. Il a trouvé que j'étais un peu agacé parce que j'arrivais pas. Après, il m'a dit, ah ouais, toi là, tu veux être comme ton père? J'ai dit, ah ouais. Et là, je savais pas qu'il était ingénieur en électronique. Parce qu'il a pas trop pratiqué. Mais à l'université, il a eu un diplôme en électronique. Je dis, ah ouais, il me dit oui, il dit, je suis ingénieur en électronique. C'est après ça, j'ai vu une copie de son diplôme, quoi. D'accord. Donc, je me suis dit, d'accord, électronique. Parce que l'électronique, c'est surtout l'aîné, en fait, des télécommunications. Télécommunications, okay, justement. Électronique. Ben voilà. Ce jour-là, je crois que 72 heures après, j'ai pu capter une fréquence. Mais j'étais content de ouf, quoi. Je criais partout. C'était une victoire quand même. Voilà, c'était ma première réussite et ma toute première vraiment expérience dans le domaine. Mais là, je m'en suis pas rendu compte. C'était la récompense de Voilà, donc mon choix d'aller vers les télécoms est venu de là, en fait. Okay. Donc, en grandissant, je me dis, OK, l'électronique, c'est vrai que ça avance. Mais je me suis dit que nos pays avaient plus besoin de tout ce qui est développement, de la téléphonie mobile à l'époque et tout ça. Donc, j'ai juste choisi d'aller vers l'option. Ce métier, au moment où tu rentrais dedans, les difficultés, et aujourd'hui, quelle est l'évolution de ce domaine-là? Bon, je crois que l'Afrique est sur la bonne voie. Je dirais que ailleurs, par exemple, en Europe, en Amérique, au Canada, aux États-Unis et tout, je crois qu'ils ont réussi à aller au-delà de la transformation numérique. Ils sont aujourd'hui dans une économie forte, une économie numérique qui prédomine presque tous les autres secteurs. Ils ont réussi à créer des champions comme Google, comme Amazon. L'Afrique aujourd'hui je crois qu'on a fini notre transition numérique parce que c'est toute une logique, c'est toute une procédure. On a quitté la transition numérique parce qu'aujourd'hui on parle moins de l'analogie, hein, même dans nos radios, hein. On parle moins de l'analogie. Je crois qu'on a pu réussir la transition et ça c'est un peu partout numérique. En Afrique vers le numérique. Aujourd'hui, le pouvoir public, l'éducation, la richesse minière, enfin tous les secteurs aujourd'hui cherchent à intégrer le numérique dans leur manière de faire et dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc maintenant, ce qui reste à faire
pour le continent africain, c'est d'asseoir une économie numérique. Ok. C'est-à-dire quitter l'intégration du numérique dans les différents secteurs socio-professionnels à la création d'une économie issue et stabilisée par le numérique. Donc, je crois qu'on peine à faire cela parce qu'on peine déjà à élaborer des politiques publiques stables pouvant permettre à nos différents pays d'arriver là, en fait. Donc, la méthodologie, quelle est la méthodologie qu'il faut pour atteindre ce niveau? Parce que jusqu'ici, j'ai l'impression que le continent africain, nous, on est consommateurs de ce qu'on nous apporte dans le numérique. Voilà, justement. On a des milliards de smartphones qu'on a dans nos mains, mais on n'en fabrique pratiquement pas en Afrique. Justement. On a beaucoup d'activités aujourd'hui qui sont liées au numérique. On a les e-santé, on a e-commerce, etc., etc. Mais c'est des éléments qui sont soit plagiés ou bien carrément téléportés à partir d'ailleurs, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour transformer ce monde numérique-là en un monde économique pour stabiliser un peu nos budgets publics? D'accord. En fait, il n'y a pas une approche aussi fixe. Mais comme j'aime écrire, j'aime partager ce que je pense et créer le débat autour du secteur. J'ai écrit un premier livre qui a été déjà édité, Les freins du développement numérique en Guinée et ma vision. J'ai fini un deuxième livre qui est chez l'éditeur qui s'appelle Le développement numérique de la Guinée à l'horizon 2030. Et là, j'écris stratégie, tactique et opération. Donc, c'est carrément toute une stratégie pouvant permettre à la Guinée de quitter, en fait, de ce statut de transiter du numérique à un développement numérique avec une économie numérique impactante. Le livre, je vais te faire des confidences. Le livre, je l'ai écrit en 2 semaines. Okay. Bon, je l'ai écrit en 1 semaine. C'est un livre de 212 pages. Okay. Mais très sincèrement, c'est parce que j'avais déjà mené assez de réflexion. En répondant à votre question, okay. Je me suis dit que, bon, écoutez, on a quand même un secteur qui génère près de 8 000 milliards de francs guinéens par an. Comment est-ce qu'il faut capitaliser ça? Comment est-ce qu'il faut intégrer nos génies de l'informatique guinéen à ce processus de création de richesse? Comment faire en sorte que nos produits numériques en Guinée soient consommables? Parce que ce qu'il faut noter, c'est que on a quand même des produits numériques en Guinée. Hein. On a des jeunes qui ont pu créer, par exemple, des solutions numériques. Quand tu prends... enfin, j'aimerais pas faire du marketing ici. C'est pas interdit. Voilà, mais quand même, tu as assez de produits numériques locaux ici en Guinée, mais on a du mal à faire la promotion de ces produits. Parfois par complexe d'infériorité, parce qu'on se dit, le produit guinéen n'est pas toujours là. Écoutez, il y a carrément un député qui est aujourd'hui devenu ministre, qui a dit lors de la présentation des produits d'un ami, Muntaga, que tout le monde connaît, il a carrément dit que lui, il ne fait pas confiance aux produits guinéens, mais surtout quand c'est le numérique. Et après, ce député a eu la responsabilité de faire la promotion justement par circonstance, de faire la promotion au fait des produits numériques locaux. Donc, évidemment que ce n'était pas une priorité. Donc, le premier pas aujourd'hui, c'est pas que la Guinée, hein, mais pour les pays moins avancés, c'est de mettre en place de vraies politiques publiques. Et dans ces politiques publiques, adapter une approche. Cette approche ne peut être autre qu'une approche libérale
parce que nos États ont assez de priorités aujourd'hui. Est-ce que la santé, c'est une priorité, l'éducation, c'est une priorité, l'armée, aujourd'hui, c'est une priorité avec nos pays qui sont toujours menacés. Et nos États ne peuvent pas, en plus de ces priorités qui sont vraiment liées à la vie, au social, ne peuvent pas se mettre à investir dans le développement numérique, qui est d'autant plus coûteux. Et, donc aujourd'hui, dans nos politiques publiques, on doit adapter une posture, on doit adapter une approche de libéralisation, de privatisation. C'est-à-dire qu'il faut non seulement vendre le potentiel numérique de la Guinée, et pour ça, il y a tout un travail à faire en amont. C'est qu'il faut mettre un code du numérique qu'on appelle ailleurs le code des télécoms, ou anyway, on peut l'appeler code de l'économie numérique, tout comme le code minier. Et dans ce code, il faut créer des facilités, que le législateur crée des facilités d'investissement. C'est-à-dire qu'un jeune qui veut ouvrir sa petite boîte de développement des solutions numériques, qui puisse être exonéré jusqu'à l'accroissement en fait, de son revenu, ou qui peut aller de 2-3 ans à parfois même 5 à 10 ans, lui permettre d'atteindre sa maturité et de l'encadrer et tout ça. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de politique aussi fixe, et il n'y a pas de magie dans notre domaine. C'est surtout ça, il n'y a pas de magie. Super. Il y a des pays comme le Rwanda qui ont adapté cette politique. Aujourd'hui, au Rwanda, exceptionnellement, quand tu viens pour ouvrir une entreprise dans le développement numérique, tout de suite, tu es exonéré de 3 ans. Entreprise étrangère ou locale. Tu es tout de suite exonéré de 3 ans de taxes et d'impôts. Dans la même lancée aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui est en train de taper la porte aussi. Et beaucoup de gens se demandent aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut en faire. Est-ce que l'intelligence artificielle viendra accompagner notre intelligence naturelle ou bien il viendra freiner à cela? Quand tu sais que tu peux aller aujourd'hui sur Google, où tu as le modèle de lettres, des modèles de demande, des modèles de plainte, tout ce que tu veux comme écrit, est-ce que cela, quelle est ta lecture de cela aujourd'hui? Quelle est l'approche que l'Africain et l'Afrique doivent pouvoir adopter face à l'intelligence artificielle? Bon, écoutez, c'est un peu complexe. J'ai quand même analysé, j'ai fait des analyses sur l'intelligence artificielle. Je crois que c'est un domaine qui vient avec de l'emploi, mais qui va aussi fermer d'autres emplois. Et ça, au moins, il faut être sûr de ça. Et l'intelligence artificielle, en termes d'impact social, je crois que ça va réduire la volonté d'apprendre des jeunes, si on n'arrive pas à réellement l'intégrer à notre système éducatif. Parce que vous voyez, en Guinée, on a toujours le système classique. Parce que on n'évalue pas l'intelligence de l'apprenant, en fait. On évalue sa capacité de rétention. Sa capacité de restitution. De ce qu'on lui a transmis. Voilà. Imaginez que tout ce qu'on t'a transmis, à l'évaluation, on veut que tu retransmettes ça. Donc, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il se dit que, bon, écoute, au lieu de développer ma capacité de rétention, lors de l'examen, je vais aller chercher sur l'intelligence artificielle toutes les questions et puis les répondre. Donc, ça peut être un frein pour un certain nombre de systèmes éducatifs. Donc, tout de suite, ce qu'il faut, c'est que sur le plan éducatif, il faut commencer déjà à adapter ce domaine dans notre système. Dans le deuxième livre, le développement numérique de la Guinée, dans la stratégie que je propose, tu as un volet comme ça. Comment revoir les programmes à l'université? Comment faire en sorte que nos sortants de nos universités puissent vraiment être au même niveau de compétences qu'un élève, un étudiant
sortant des télécoms, sortant anyway des universités IT, des autres pays, Singapour, États-Unis. Comment est-ce que le jeune Guinéen qui sort de nos programmes d'université axés sur les télécoms, le numérique, l'informatique, ce jeune Guinéen peut avoir les mêmes compétences que le sortant des universités américaines et autres. Donc, cette proposition-là, je le fais déjà parce qu'il faut d'abord revoir nos programmes qui sont très anciens. J'ai écrit un mémo à un recteur d'université où j'ai quand même attiré son attention sur le fait que on est en train de créer des chômeurs, surtout dans le domaine de l'informatique et les domaines assimilés là. Parce que on enseigne des programmes de 1992. Quand tu prends nos programmes informatiques aujourd'hui, tu te rends compte qu'on est toujours dans l'analogie. On ne parle plus d'analogie, on parle du numérique. Et il faut créer, en fait, une synergie entre les compétences qui sont demandées par les employés dans le domaine et les compétences qui sortent de nos universités. C'est que le besoin du marché doit être compatible à la production faite par nos universités. Voilà. Il faut que le produit destiné à la consommation puisse être fabriqué. Justement. Aujourd'hui, on parle de marketing digital. Les sociétés en ont besoin. Aujourd'hui, on parle de développeurs. Aujourd'hui, on parle même de spécialistes en intelligence artificielle. Alors qu'on n'a pas encore de programme spécifique en intelligence artificielle dans les universités guinéennes. Donc, vous savez, le monde numérique, c'est un monde de services. Donc, qui parle de services parle d'intelligence, parle de capacités intellectuelles. Donc, sans des compétences intellectuelles axées sur ce qui est demandé par les entreprises dans le secteur, on n'a déjà pas d'économie. Parce que les entreprises qui viennent investir dans le secteur vont être obligées d'aller recruter dans les pays qui forment des compétences dont ils ont besoin. Donc souvent, c'est même des pays limitrophes. Oui. Souvent, des pays tout près. Parce qu'eux, ils ont su adapter leur programme universitaire aux besoins au fait, du marché. Donc, et quand c'est comme ça, quand lui, il vient en expatrié, l'expatrié fait toujours expatrier sa richesse. Naturellement. Donc, tout de suite, tu sens un déclic en ce qui concerne l'économie circulaire. Donc, ça, c'est le premier volet. Après, tu as le volet politique publique. Aujourd'hui, quelle posture nos États doivent adapter? C'est-à-dire que je veux aller vraiment sur le continent parce que les freins du développement numérique en Guinée sont les mêmes freins pour la plupart des pays moins avancés. Il n'y a que quelques pays qui sortent aujourd'hui du lot, comme le Sénégal, le Rwanda, quelques pays du Maghreb. Mais aujourd'hui, nos États sont des simples consommateurs, en fait, de revenus. C'est-à-dire qu'on est dans un système où ceux qui investissent, et l'État, l'État essaye de régénérer des taxes. Alors qu'aujourd'hui, pour avoir une économie numérique stable, il faudrait déjà alléger le poids fiscal. Il faudrait alléger l'assiette fiscale. C'est-à-dire qu'il faut permettre à toute personne, physique ou morale, ayant la capacité technique et financière d'investir. OK? Parce que lui, en investissant, il crée de la richesse, il crée de l'emploi. Et aujourd'hui, on est dans une logique, souvent dans ces pays, de souveraineté. On se dit, bon, écoute, il faudrait que l'État soit
soit mêlé au fait à la création de la richesse. Ok. Il faudrait que les réseaux au fait qui sont dans le pays soient faits ces réseaux soient intégrés par une société étatique et tout ça, alors que cela marchait au début, mais maintenant ça marche plus. Ok. Est-ce que maintenant, on a dit que beaucoup de métiers vont disparaître avec le développement et le progrès du numérique, et certainement les métiers aussi vont naître. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, quels sont les métiers qui sont menacés et quelles sont les opportunités que l'on peut avoir si, à défaut d'avoir un programme d'enseignement orienté, si l'on parvient nous-mêmes à nous orienter? D'accord. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'IoT et le robotique. En fait, c'est ce qu'on appelle l'informatique orientée vers les objets. Ok. C'est la base même de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle elle-même, et en tant que, enfin, lui-même en tant que domaine, il a besoin d'une promotion. Donc tout de suite, qui parle de promotion parle de communication, qui parle de promotion parle de marketing. Donc il y a aujourd'hui des domaines comme ça qui se dégagent. Okay. Quand on parle de marketing orienté vers le digital, un jour on va aller vers le marketing orienté vers l'intelligence artificielle parce qu'il va être intégré non seulement dans le social, dans l'économie, dans le culturel. Donc, on aura besoin dans ces domaines d'avoir des spécialistes qui s'y connaissent en intelligence artificielle. Okay. Donc, par ailleurs, c'est des domaines connexes comme ça que l'intelligence artificielle va créer. En plus de l'ingénierie axée sur le développement des solutions. Ça sont les futurs métiers qui vont voilà, des solutions intelligentes. Oui. Ok. Et quels sont les métiers aujourd'hui que nous pratiquons, mais qui, à la longue, naturellement, sont menacés de disparaître? J'ai toujours dit, aujourd'hui, la télécommunication pure, la téléphonie pure va disparaître dans quelques années. Et dans une décennie, à la rigueur, dans 20 ans, on ne parlera plus de téléphonie classique. C'est-à-dire que tu n'auras plus besoin de mettre des unités dans ton téléphone pour pouvoir appeler. L'Internet, le taux de pénétration d'Internet pourra atteindre 100% ou plus de 100% sur nos territoires. Okay. Au moment où le taux de pénétration a atteint les 100%, ça veut dire que 100% des personnes détenant un portable ont déjà l'Internet sur leur téléphone. Ouais. Tu n'as plus besoin d'unités pour appeler. D'unités pour appeler. Vas passer carrément par des applications. Voilà. Et qui foisonnent aujourd'hui. Lors d'un échange entre les fournisseurs qui sont dans le mobile money, j'ai une fois dit à l'un des représentants, je dis, bon, écoutez, faites moins de problèmes. Je l'ai dit parce que dans quelques années, votre métier va disparaître. Le métier de fournisseur mobile money, en fait. Il dit, ah, mais comment? Je dis, parce que dans quelques années, on n'aura plus besoin de ces kiosques. Il dit, mais comment? Je dis, vos kiosques vont se faire remplacer par des appareils, par des box numériques, où on va placer ça dans des coins sécurisés, des quartiers et tout ça. On fera en sorte qu'ils soient sécurisés, comme les guichets automatiques des banques. Ouais. Je dis, on va aller placer ça. Celui qui veut aller faire son retrait, il vient, il programme, il lance ça avec son code USSD. Et tout de suite, il va aller sortir l'argent. Il veut faire un transfert, il le fait tout de suite. Okay. Je dis, dans quelques années, ça va disparaître. Je dis donc, il est temps pour vous d'aller vers d'autres métiers. Je dis, bon, pour le moment, vous faites de l'argent, vous avez un revenu là-dedans. je dis, mais entre-temps, il faut chercher à épargner et à investir dans d'autres métiers. Okay. Ah. Voilà, ça, donc, et l'intelligence artificielle va vraiment accélérer ça. Oui.
l'intelligence artificielle, l'informatique orientée aux objets, ces deux-là, combinés, vont tout de suite accélérer cette migration dont je vous parle. Ok. Donc, ce qui suppose qu'il va falloir, pour être un homme de demain, se préparer à intégrer carrément l'intelligence artificielle dans son métier. Bien sûr. Parce que récemment, il y a quelque chose qui m'a frappé quand tu as fait allusion à Muntaga, le savant Muntaga Keita. Bien sûr, ouais. Et du Tulub, là. Il a fait une invention récemment qui m'a beaucoup impressionné. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, où il y a un drone qui est capable de soulever presque 200 kg pour arroser un champ. Ouais. Et carrément, de l'engrais, de l'herbicide, de tout ce qui est des pesticides, tout ce qui est lié à cela, pour arroser un champ. Je me dis, avant, pour pouvoir arroser un hectare de riz, c'est des trucs mécaniques que tu as pas à pas, tu marches sur le riz que tu es en train d'arroser, etc. Aujourd'hui, avec le développement de cet outil-là, je vois que c'est l'agriculteur, c'est le cultivateur de demain qui sera en mesure de tenir compte de cela dans son champ, dans son agriculture. C'est celui-ci qui pourra survivre. Mais l'agriculture classique, qui va vouloir pomper avec la main ou vouloir récolter avec la main, ce sera un agriculteur qui sera appelé à changer de métier ou à disparaître carrément dans l'activité, quoi. Ouais. Aujourd'hui, toi qui es de ce domaine-là, de ce monde numérique-là, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'Internet. Aujourd'hui, par les études scientifiques, on démontré que la possession des téléphones pendant l'apprentissage baisse au moins le niveau de concentration de 18%, minimum de l'apprenant. Ça foisonne partout. Aujourd'hui, quels sont les garde-fous que tu conseilles aujourd'hui aux parents pour pouvoir au moins épargner les enfants de l'accès jusqu'à un certain niveau de smartphone et surtout de l'accès à tous les sites Internet dont certains sont prohibés pour certains âges? Justement, en fait, sur cette problématique, j'ai toujours dit, sincèrement, le problème ne vient pas de l'Internet. Le problème vient des contenus sur Internet. Ok. Quand on parle de contenu, on parle des réseaux sociaux, on parle de plein de contenus digitaux, on parle des sites et ainsi de suite. Donc, l'Internet, c'est un monde à double face. C'est que pour quelqu'un qui a un objectif d'apprendre sur Internet, il va apprendre sur Internet. Ok. Quand tu as pour objectif de te distraire, Oui. tu vas te distraire. Et on a tous ces deux moments-là à la fois. Parfois, tu vas pour chercher des marchés. Et il est lieu quand même de signaler quelque chose. Moi, tout ce que j'ai eu, à peu près mes contrats avec le cabinet et tout ça, je les ai eus sur Internet. Okay. Je n'ai pas eu de coup de pouce. Tu as un site qu'on appelle le journal des appels d'offres en Guinée, que je fouille au moins une ou deux ou trois fois par semaine. C'est là que j'ai mes contrats de consultance. Bon, au début, maintenant, mes services sont connus et on me propose à des entreprises via des cabinets partenaires et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Mais au début, je n'étais que sur Internet pour chercher des contrats. Okay. Et autant tu peux avoir des contrats, autant tu peux te former, autant ça peut jouer sur la capacité d'apprentissage des enfants. En fait, ce qu'il faut en tant que parent, mon objectif à moi, c'est que je ne donnerai pas un smartphone à mon enfant jusqu'à ce qu'il atteigne ses 16 ans minimum. Ok. Et avant d'atteindre ses 16 ans, il faut déjà commencer à le préparer. Parce que si tu ne le donnes pas, il va à l'école et il a des amis qui ont des smartphones. Okay. Il va aller voir des contenus. Donc, il y a surtout la communication qu'il faut intégrer. Okay. C'est-à-dire, il faut toujours lui dire, bon, écoute, tu as un certain nombre de sites où tu ne peux pas aller parce que tu n'es pas encore adulte. Ça risque de te traumatiser. Ça risque de te pousser à faire des choses dont tu n'as pas, dont tu n'as pas le droit de faire. Donc, tout de suite, il faut intégrer non seulement la communication, mais il faut aussi avoir un âge qui peut être considéré comme un âge propice
à l'utilisation d'un smartphone, ça, il faudrait que les parents intègrent ça dans leur famille. Et après, aujourd'hui, tu as assez de solutions qui permettent de traquer en fait les contenus à distance, les contenus que l'enfant visionne sur son smartphone. Tu as des solutions comme ça, même en Guinée ici, pas qu'à l'extérieur du pays, même en Guinée ici, tu as des solutions comme ça, donc, mais qui sont quand même des solutions payantes. Donc, pour des parents qui peuvent se permettre de vérifier ça, et qui ont le temps surtout de vérifier toujours à longueur de journée les contenus visionnés par l'enfant sur le smartphone, allez-y, vous pouvez lui donner avant ses 16 ans. Mais sinon, tant que vous n'avez pas ces garde-fous, moi je conseille de ne pas lui donner des smartphones. Aujourd'hui, l'Afrique, on est exposé à tous les contenus qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, on n'a pas un moyen de censurer, ce ne reste que certaines images sur les réseaux sociaux. Ça expose tout le monde. On a connu tellement d'images de personnalités exhibées à la place publique, etc. Est-ce que tu penses que nos décideurs peuvent s'impliquer dans cela, ou bien ça va de la conscience individuelle de chacun à vouloir éviter certains trucs? Non, mais attention, c'est que c'est pas le vouloir des politiques publiques. En fait, c'est une responsabilité des politiques publiques. Ok. Le cyberespace, c'est comme les espaces physiques dans un pays. Okay. Le cyberespace qu'on peut appeler l'espace virtuel, la sécurité, le contrôle de cet espace revient à l'État. Donc, quand il y a des dérives, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Et il y a des possibilités, il y a de multiples possibilités que l'État peut appliquer tout en respectant en fait le droit à l'expression et des populations. Vous voyez, le cyberespace, les contenus qui sont dans un pays, c'est un choix. C'est un choix. Quand tu prends aujourd'hui les Big Four, qu'on appelle souvent les Big Four, c'est les quatre géants en fait du numérique. Qu'on appelle souvent en français GAFA. GAFA, oui. GAFA, c'est Google, Amazon, ainsi de suite. Facebook, donc, je crois. Ce sont les quatre géants qui dominent en fait ce qu'on appelle l'univers du numérique. Okay. Et 80% des contenus numériques proviennent de ces quatre-là. Ouais. Et avec ces quatre, tu as le choix du contenu chez toi. Il y a plein de pays, en Libye et pas mal de pays, peut-être que même en Chine, aux Émirats Arabes Unis, tu as des applications qui ne fonctionnent pas là-bas, okay. sans VPN surtout. Et même quand tu passes par des VPN, ils ont des possibilités de contrôle, sur le contenu. Vous voyez un peu, non? Oui. Sur le contenu. Donc, un peu l'État peut aller négocier. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le secteur numérique, il y a ce qu'on appelle la diplomatie numérique aujourd'hui. Okay. Les autres qualifient ça de guerre numérique. Bon, après, moi, je dis que c'est une diplomatie numérique où tu dois créer une armée de spécialistes en cybersécurité toujours prête à parer à toute attaque cybernétique. Okay. Ça, il faut qu'on ait ça dans nos pays. Parce que personne n'est à l'abri. La Guinée est à l'abri, la Guinée et un certain nombre de pays africains sont à l'abri des cyberattaques parce qu'on n'est pas totalement digitalisé en fait. C'est que toutes nos procédures ne sont pas numériques encore. D'abord. Parce que tantôt on a des procédures numériques, tantôt on a des procédures classiques. Donc ça fait en sorte que même quand les aéroports ont fait, le système aéroportier a fait l'objet d'une attaque cybernétique, nous on était un peu à l'abri parce que tout notre système aéroportuaire n'est pas encore digitalisé. Okay. Voilà, donc plus on part vers le développement numérique, plus on doit se créer des garde-fous et que j'appelle souvent des armées, une armée spécialisée dans tout ce qui est cyberattaque. Alors, et ça, c'est qui peut le faire, c'est l'État. Okay.
Ça, à travers la réforme du système d'enseignement dont tu as dit, pour qu'on puisse avoir des étudiants sortant de l'université et qui sont prêts à être employés dans ce domaine. D'abord, quand tu prends nos programmes, jusque-là, on n'a pas de programme axé spécifiquement sur tout ce qui est cybersécurité, cybercriminalité. Ok. Et dans le livre dont je vous parle, le deuxième ouvrage, je fais des recommandations pour l'intégration des programmes axés sur la cybersécurité, axés sur l'intelligence artificielle, axés sur tout ce qui est marketing digital, tout ce qui a trait au digital en fait. Okay. Aujourd'hui, avec le développement du numérique, on a tendance beaucoup plus aujourd'hui à aller vers les cartes bancaires ou à dominer carrément la circulation des biens entre les populations. Beaucoup de ça se sont déjà donnés à cela. Aujourd'hui, quand tu vas à Rwanda, comme tu le disais, Rwanda, aujourd'hui, tout s'achète par la carte. Chez nous aussi, on a aujourd'hui l'économie numérique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui par les transactions monétaires, je veux dire, aujourd'hui est en train de prendre de l'ampleur. Est-ce que tu penses aujourd'hui que ce domaine-là a besoin d'avoir un regard, une autorité de régulation, et quelle sera sa mission si elle doit être créée ou si ce n'est pas nécessaire aujourd'hui? Comment peut-on faire pour échapper aux dangers potentiels que ce développement-là puisse engendrer? Parce que quand je dis danger potentiel, si quelqu'un peut transférer des millions et des millions de francs guinéens ou d'autres monnaies à travers le numérique sans une surveillance, un regard averti de l'État, si ça tombe dans des mains néfastes comme des terroristes, ça peut permettre carrément de financer des conflits ou du blanchissement d'argent. Écoutez, il y a une donnée qui dit au fait que 22 milliards de francs guinéens, ça fait quoi? 20 millions de dollars? Oui, oui. 20 millions de dollars. À peu près, oui. On a un flux de 20 millions de dollars rien que par jour, rien que sur ce qu'on appelle les mobile money, là, les transactions. OK. Au moment où tu as 20 milliards de flux par jour, parce qu'il faut déjà avoir un regard, c'est obligatoire, parce que dans ces 20 milliards, plus de 20 milliards de francs guinéens, tu as quand même des milliards issus de la fraude, issus de la criminalité. Et en fait, on a eu une migration naturelle, ok, de la monnaie classique vers cette monnaie qui intègre en fait les plateformes numériques et qui intègre un peu le numérique, la téléphonie mobile et tout ce qui s'ensuit. Tout comme la digitalisation de nos États, cette digitalisation, comme je l'ai dit tantôt, ne peut aussi se faire qu'en ayant une politique de digitalisation de l'État. Et qu'on appelle souvent la politique zéro papier dans l'administration. La politique zéro papier a été déjà lancée en Côte d'Ivoire il y a plus de 5 ans, au Sénégal. Donc, ils sont dans un processus depuis plus de 5 ans de transformation de leur administration. Okay? D'une administration papier ou semi-papier vers une administration carrément digitalisée. Il faut aller vers une politique zéro liquidité. Il y a des pays qui ont commencé ça. Une politique zéro liquidité, qu'on ne voit plus d'argent dans la circulation. Oui, ça c'est quand même le cas. En Afrique, aujourd'hui, Rwanda vraiment porte le drapeau. Voilà. On ne voit plus d'argent dans la circulation. Et ça permet d'avoir de la transparence sur les transactions, mais aussi de contrôler les transactions, en fait. Ça permet de contrôler les transactions. Vous voyez, on a une économie qui s'est créée à travers le numérique. Donc, bien évidemment, 20 milliards, il faut réguler le secteur. Tu as plusieurs sociétés, plusieurs entités aujourd'hui qui font dans le mobile money, qui font des transactions numériques. Et donc, ces sociétés-là, on n'a pas encore une législation qui régularise en fait l'environnement. Okay. C'est-à-dire que même quand tu veux superviser,
Tu n'as pas une loi qui te dit voici l'approche qu'il faut adapter pour superviser. Donc, on est d'abord obligé de réglementer en créant des textes, des textes de loi, mais aussi de mettre en place une entité pouvant permettre à l'État, qui devient un peu comme le stabilisateur en fait, de l'environnement, qui permet de contrôler, qui permet de réguler, et ainsi de suite. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est pas... ça va au-delà d'un besoin, en fait. C'est primordial. Super. C'est primordial. Super. Aujourd'hui, nous tendons vers la fin. Je voudrais avoir ton regard aujourd'hui sur l'avenir. Ah, déjà, on a fait une heure. Du numérique, l'avenir du numérique aujourd'hui en Afrique et en Guinée. Ça, c'est ma première question. La deuxième question pour tout jeune naturellement, que tu inspires et qui souhaiterait franchement s'inscrire dans ce domaine et travailler dans ce domaine. Quelles sont les difficultés auxquelles il doit se préparer et quel est l'avenir radieux qu'il peut atteindre s'il franchit sa difficulté? Bon, déjà, l'avenir se trouve dans la technologie. Ce n'est pas qu'en Afrique. Okay. L'économie américaine est soutenue par la Silicon Valley. Voilà. L'argent que tu vois dans les banques, cet argent-là, à 80%, cet argent est issu de la Silicon Valley. C'est-à-dire que aujourd'hui, sans la technologie, on ne parle plus d'économie. Sans la technologie, on ne parle plus de développement social ou économique. OK. Alors, il faut surtout sonder en fait les besoins du marché. Tu as eu ton bac, il faut commencer à évaluer le besoin en fait du marché. Le marché a besoin de quel type de technicien, de quel type d'ingénieur, de quel type de cadre en fait. Et aujourd'hui, plus de 50% du besoin du marché est axé sur soit le digital ou le numérique. Alors, après le sondage, il faut aller vers le renforcement des capacités dans ces domaines, soit aller à l'université, ou si vous êtes allé à l'université et que vous êtes sorti avec des compétences qui sont aujourd'hui moins demandées, carrément c'est de se réadapter. C'est de se réadapter aux besoins du marché. Moi-même, personnellement, j'ai pour projet d'aller faire une formation en intelligence artificielle. Okay. Peut-être que les gens se disent que ça fait une formation de trop, mais j'ai besoin de comprendre, en fait, ce nouveau secteur qui s'ouvre. Ce qui veut dire qu'on ne finit jamais d'apprendre, quoi. Ah ben, bien sûr. Et c'est un plaisir de toujours apprendre. Pour moi, quand j'apprends, ça me fait plaisir. Et quand je donne de la connaissance, ça me fait plaisir. Donc, c'est ce qui fait que j'ai la passion d'écrire, toujours. Okay. La question fatale de ce podcast, c'est qu'il y a 150 ans en arrière, tous ceux qui étaient sur la Terre ont disparu. Et dans les 150 prochaines années, tous ceux qui sont aujourd'hui présents ne seront pas de ce monde. Mais par la magie du numérique, nous, on a réussi à échapper à la mort, même si notre physique va disparaître, mais nos voix, nos actes et nos figures resteront pour les futures générations. Quelle est l'éternelle image que tu voudrais qu'on retienne de Mamadi Kaba? Surtout ce que je veux qu'on retienne de moi dans peut-être quelques années, c'est qu'il a tout fait pour aider son pays. C'est que pour moi, je peux apporter aux autres, mais tant que je n'apporte pas de la transformation qui puisse impacter ma propre société, pour moi, j'ai encore des choses à faire. Donc, ce que je voudrais qu'on retienne de moi, c'est qu'il fut un homme, si je puis me permettre, qui a aidé à asseoir une économie, pas une économie verte, pas une économie classique, mais une économie numérique. Tout au long de mon parcours, j'ai élaboré des documents qui ont permis à d'autres pays de la sous-région de stabiliser
d'aller vers la création de richesses axées sur le numérique, chez moi, au-delà d'écrire, je veux pratiquer. Je veux, de par cette connaissance, participer à la création d'une économie numérique permettant à la Guinée d'avoir un système de protection sociale le plus efficace du continent. Super. Donc, en bref, je veux qu'on retienne de moi ce fils patriote. Le label de patriotisme est distribué souvent à Hou et à Dia. Aujourd'hui, par rapport à ce que tu as déjà apporté, les différents livres que tu as écrits, le premier déjà a été un best-seller vendu à plusieurs exemplaires, que moi-même j'ai lu à 2 reprises, et le second aussi est attendu aussi par le grand public. Quelle est la surprise qui sera aussi dans le second livre? Bon, dans le second livre, en fait, c'est pas une surprise, mais ça va être une très grande contribution. Okay. Parce que c'est 212 pages. Là-dedans, tu as tout ce qu'il faut comme stratégie, tu as tout ce qu'il faut comme action pour pouvoir mener la Guinée vers un développement numérique durable et consistant. Super. Ouais. Nous arrivons au terme de notre entretien. Ça a été vraiment un plaisir. Et comme je le disais, Anguilève reçoit les personnes qui ont fait la différence dans leur domaine. Nous avons pensé qu'il faut aller vers les gens, parfois qui trouvent leur histoire très banale, même pas nécessaire de raconter, mais c'est après qu'ils sauront ce qu'ils représentent réellement pour leur communauté, leur société. Aujourd'hui, ce podcast a besoin de soutien de tout le monde, surtout de ceux qui prennent leur temps pour nous regarder, nous écouter et aller jusqu'au fond. Et je rappelle encore que c'est leurs likes, leurs commentaires qui constituent franchement l'énergie, le carburant qui booste notre énergie pour pouvoir continuer à produire et inviter des personnalités de qualité telles que celui qu'on vient d'écouter sur son parcours et surtout les conseils pratiques qu'il nous donne pour les futurs métiers dans le domaine du numérique. Et Mamadi Kaba n'est plus à présenter dans ce domaine et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Le podcast, c'est le temps. Le podcast, c'est la patience. Le podcast aussi, c'est la découverte. Où que vous soyez, à tout moment. Merci.